Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je reprends un des propos du site de lanceurs d'alerte, hein, dont tu fais partie, Pierre. Les coïncidences entre les essais du vaccin d'Oxford AstraZeneca et l'apparition de variants sont nombreuses, géographiques, chronologiques et génétiques. Alors, qu'est-ce qui fait que ce vaccin AstraZeneca est déjà le plus propice à l'émergence de variants? Et est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces trois coïncidences qui vous ont un petit peu interpellé, à savoir géographique, chronologique et génétique? Vas-y, Pierre, pour les trois Pierre, coïncidences, si tu veux. Alors, les trois coïncidences géographiques, si on les reprend donc au départ, c'est effectivement Angleterre, puis Afrique du Sud, puis Brésil et enfin Ohio. Et donc globalement, c'est la géographie grossière. Et quand on regarde quand on rentre dans le détail des lieux, puisque hein, l'Angleterre et à plus forte raison le Brésil et l'Afrique du Sud, les USA sont des grands pays, on remarque que en Angleterre, c'est carrément la même région autour de Londres où il y a eu les essais d'AstraZeneca et l'apparition du variant britannique. Sur l'Afrique du Sud, c'est un peu plus éloigné, mais là, on a un bon exemple de quelque chose qui aurait pu être vérifié en trois coups de fil, je veux dire, si les autorités l'avaient fait. C'est que l'essai a été piloté en Afrique du Sud dans un hôpital du Cap, hein, de la ville du Cap, et le variant sud-africain est apparu dans la région du Cap oriental, donc plus à l'est, à quelques centaines de kilomètres. Et donc, pour savoir s'il pouvait y avoir une relation de cause à effet, il n'y aurait rien de plus simple que de savoir s'ils avaient recruté des patients dans le Cap oriental depuis la ville du Cap, hein, parce qu'ils n'en auraient pas trouvé plus près, ou s'il y a eu des voyages, des gens qui sont déplacés, qui auraient été testés au Cap, mais qui après seraient allés rentrer dans la famille, par exemple, ou faire un voyage dans le Cap oriental. Voilà, donc cet écart de distance, il était très facile pour quelqu'un qui aurait voulu le faire avec l'autorité pour contacter l'hôpital du Cap. On avait le nom, on a le nom, les coordonnées, etc. Et ça n'a pas été fait. Et personne ne nous a dit on va le faire. Au Brésil, c'était plus lâche, c'est-à-dire qu'effectivement, vous savez que le variant brésilien est apparu à Manaus, alors qu'il n'y a pas eu d'essai d'AstraZeneca en Amazonie. Et donc, ça suppose, hein, notre hypothèse et la coïncidence suppose qu'effectivement, les essais qui ont eu lieu tout le long de la côte de l'Atlantique, du Brésil, il y a eu 7 ou 8 centres d'essais. Ben, effectivement, il y a eu un voyage, un déplacement, soit de quelqu'un dans un sens, soit de quelqu'un dans l'autre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été vérifié. Pour les coïncidences génétiques, je laisse Maxence en parler parce qu'effectivement, il est plus compétent que moi et dans mon groupe, ce n'est pas moi qui m'occupais des coïncidences génétiques. Mais enfin, il a été reconnu, je crois, en deux mots, qu'effectivement, il y a des gènes communs, des séquences communes dans ces Mmh. trois, au moins dans les trois premiers variants, même dans le quatrième, et que donc, effectivement, il y a un esprit de famille entre ces variants. Mmh. Ouais, alors, est-ce que Maxence, tu peux nous apporter des détails? Parce qu'effectivement, dans une de ces parties de ton article, tu parles précisément de cette coïncidence génétique. En quoi est-ce qu'elle est, révélatrice ou en quoi elle apporte cette hypothèse, elle renforce cette hypothèse justement pour toi? Alors, il y a deux niveaux de coïncidence. La première, c'est que tout d'abord, les mutations qui ont caractérisé ces variants, c'est-à-dire on les a appelés des variants préoccupants, parce qu'en fait, des variants, il en sort tout le temps, il y en a en permanence, le virus mute en permanence. Mais sauf que, on va dire que si ça ne lui apporte pas de bénéfices ou d'avantages, si ça ne lui est Mmh. pas profitable, ça meurt de lui-même, quoi, en quelque sorte. Et donc, faut voir vraiment les virus, et notamment le Covid, le SARS-CoV-2, là, il faut le voir plutôt comme un éventail de versions légèrement différentes qui cohabitent dans un même territoire ou dans une même population. Et après, en fonction des moments, on va avoir une variante qui va être dominante dans la façon dont elle va dominer les autres, dans sa façon de toucher son public, de toucher sa cible, de toucher sa population. Et puis, éventuellement, hop, s'il y a de l'immunité qui se met en place, hop, c'est une autre version, c'est une autre variante qui va prendre le dessus parce qu'elle, elle va zigzaguer au niveau des protections, elle va contourner l'immunité et elle va pouvoir continuer à se propager. D'accord, D'accord. on est vraiment dans un système très, très mutable, très mouvant comme ça. Alors,
qu'on a pu détecter ou ce qu'on a identifié sur les 3 variants préoccupants, c'est-à-dire ceux qui ont parce soit ils se propageaient plus vite, soit parce qu'ils étaient éventuellement, source de cas plus graves, heu, c'est que premièrement, donc en fait, elles cumulent beaucoup de mutations et ces mutations sont toutes regroupées plutôt sur un endroit. C'est cette fameuse protéine S. Mmh. Et après, ce qui se passe, c'est que, après, il se trouve que au niveau du par exemple, pour le variant qui a été détecté aux États-Unis, heu, le mi-décembre, on savait qu'il y avait, par exemple, 23 mutations, dont 17 affectent la nature de protéines essentielles et 17, enfin, une partie d'entre elles sont donc regroupées sur la fameuse protéine spike, la fameuse protéine, S, quoi. Et pareil pour le variant sud-africain, c'est aussi les mutations, elles sont regroupées au niveau de la protéine S. Et après, quand on continuait, et c'est la même chose pour le virus, pour la variante aux États-Unis, qui est le variant californien, qui a lui aussi plutôt des mutations sur le S. Et puis, et puis après, au niveau quant à la nature de ces, eh, après, il y a eu des tableaux comparatifs parce que donc nos systèmes informatiques vont être capables de lister les gènes et de les identifier en leur mettant un nom de code en quelque sorte. Mmh. Et donc après, on s'est rendu compte que euh, en regardant donc ces bouts de code génétique, ces fragments de protéines, donc elles avaient toutes, pour que nous, entre humains, on puisse s'y retrouver ou avec les machines, ces protéines étaient codées de la même façon. Et en fait, quand on fait les tableaux comparatifs où on superpose les différentes mutations du variant numéro 1, du variant numéro 2, du variant numéro 3, on se rend compte qu'il y a des noms de protéines qui sont identiques. Okay, et c'est comme ça qu'on se rend compte que, tiens, même si les variants ne se sont pas forcément croisés entre eux et ne sont pas forcément liés les uns aux autres, ce qu'il y a d'étonnant ou ce qu'il y a de certain, c'est que c'est la même protéine qui a muté et aux États Mmh. et en Angleterre par exemple et en Sud-Afrique ou alors entre le Brésil et l'Afrique du Sud. Okay, c'est comme ça qu'on fait cette espèce de séquençage génétique, mais qui permet de scanner pour repérer les points de mutation. On peut compter leur nombre et les localiser au niveau de là où elles sont. Et donc, il se trouve que les vaccins, en tout cas les premiers qui sont arrivés sur le marché, qui sont donc, c'était un des arguments de vente hein, et un des arguments de développement de R&D. C'est Mmh. parce que ils sont faits avec ces approches génétiques innovantes de type biotechnologie, de type OGM. Si vous entendez le mot biotechnologie, il y a de la manipulation génétique. Hein. Voilà, Mmh. c'est clair. Ça bouge, ça s'amuse à faire comme ça du permuto dans les séquences protéines et génétiques. Et donc, en fait, les vaccins ont choisi de se concentrer sur la protéine S du virus, cette fameuse protéine qui serait associée dans le fait de contaminer nos cellules et donc de nous infecter, d'infecter les organismes. Donc, pour faire rapide, les différents vaccins les plus rapides à être développés, donc les premiers arrivés sur le marché, donc susceptibles d'emporter la mise des commandes publiques, hein, on est quand même dans ces grands enjeux-là au niveau des calculs que font Big Pharma dans leur fait de répondre à la demande sociale par rapport au fait qu'on a besoin de médicaments. Nous, pouvoir public ou nous, population, on va se tourner vers les fabricants de médicaments, donc trouver un médicament qui va être adapté. On ne parlera pas des traitements précoces tout de suite, hein, Pierre, ça sera une autre occasion. Non, bien sûr. Dans ce contexte-là, dans ce scénario-là, en fait, c'est aussi la protéine spike qui est donc celle qui a été traficotée au niveau des vaccins. Voilà. Et donc, c'est les mêmes zones, en fait. Alors ça, c'est un peu, La vie la puce à embêtant. l'oreille. Ou c'est un peu, enfin, moi, quand j'ai commencé à percuter là-dessus en superposant les infos, donc il y a toutes les références sont dans l'article. On en a Oui. mis une partie aussi en ligne sur le site de Nexus. On s'appuie vraiment sur les communiqués de presse de l'INSERM, du CDC américain, de l'ECDC aussi pour l'Europe. Le CDC, c'est le centre des maladies. C'est les hommes en combinaison jaune qui marchent dans les villes avec des sprays pour retirer les Mmh. infections. Et puis, alors que le CDC en Europe est plus une agence qui est peu connue, qui n'est pas aussi puissante, il n'y a pas autant de personnel, elle n'est pas autant présente sur le terrain, mais elle fait tout un boulot quand même de rassembler les données pour produire une vision d'ensemble européenne, quoi.
Et donc, en fait, il y a coïncidence génétique également, et y compris éventuellement sur les fragments de protéines que les vaccins ont choisi de cibler par rapport à ce que les variants révèlent. Et ça, c'est aussi, comment dire, je ne vais pas dire que c'est perturbant, mais en tout cas, c'est assez frappant quand on prend conscience de cette correspondance, parce que on a là aussi, c'est une coïncidence troublante qui vient se surajouter aux autres coïncidences. Voilà, c'est ça, c'est Donc, à un moment l'addition donné, des… ça fait un faisceau de perspectives, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais en introduction qu'on a le droit de se poser la question, c'est ce qu'on appelle une hypothèse, et puis derrière, on la vérifie, et soit on a des éléments qui permettent de l'exclure, soit on a des éléments sans forcément nous apporter une certitude, en tout cas, l'hypothèse ne peut pas être exclue. L'hypothèse ne peut pas être exclue par rapport aux données que je rassemble. À un moment donné, soit l'hypothèse continue à être confirmée, soit elle ne peut plus être confirmée. Et là, quand on accumule ces coïncidences, on se rend compte que, en tout cas, l'hypothèse que donc l'apparition des variants soit un effet indésirable des campagnes de phase 3, des essais cliniques de phase 3 sur des dizaines de milliers de personnes qui ont été menées dans ces 3 pays via AstraZeneca, eh bien, cette hypothèse ne peut pas être écartée. C'est ça le cœur du truc. Ouais, c'était tout Parce qu'il y a addition. Il y a addition des 3 séries de coïncidences. Série chronologique, évoquée tout à l'heure, série coïncidence génétique et coïncidence géographique. Ça fait quand même 3 séries de coïncidences, ça fait beaucoup. C'est l'addition des 3 qui, quand même, est très troublant.